Bon, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un algorithme de ce qu'on appelle pivotage de données en largeur. Alors, donc cet algorithme, il est utile dans plusieurs cas notamment. Alors, je vais vous montrer. Dans un cas où vous avez des données en série temporelle, par exemple, comme juste là. Donc là, vous avez un data frame avec donc, trois individus uniques que vous voyez juste là, hein. L'individu 1, il apparaît 3 fois. Le deuxième, il apparaît qu'une seule fois. Et le troisième, à la fin, il apparaît que 2 fois. Pour chaque individu est associé deux variables et deux valeurs, hein. Mais il y aurait pu aussi avoir trois valeurs et une variable, quatre variables et une valeur. Ça dépend vraiment juste de votre dataset. C'est pas ce qui va nous importer pour la suite, mais voilà. Il peut y avoir plein de combinaisons possibles. Là, il y a juste deux variables et deux valeurs. Ok. Maintenant, on voit par exemple que la variable 1, elle peut prendre, en tout cas de ce qu'on voit, deux modalités, hein, A et B, et la variable 2 aussi deux modalités, hein. Mais pareil, la variable 2 aurait pu aussi prendre 6 modalités ou quoi que ce soit. Et puis voilà, il y a deux colonnes pour deux valeurs. L'algorithme en fait de pivotage en largeur de données va faire en sorte de donner une colonne. Enfin déjà, il va compresser entre guillemets l'apparition de l'individu qu'une seule fois. C'est-à-dire que là, vous voyez que l'individu 1, par exemple, il apparaît 3 fois. Et quand on va pivoter en largeur les données, ça va nous donner un résultat, un data frame où l'individu 1 apparaîtra qu'une fois, mais en fait on aura gardé les informations de la série temporelle, car on va créer plusieurs colonnes, et les colonnes qui vont être créées en fait seront à chaque fois des combinaisons, toutes les combinaisons possibles des modalités qu'on voit en tout cas dans le data frame. Alors ça paraît peut-être un petit peu pas assez concret comme ça, c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Donc là, on a voilà, une série temporelle. Donc comme je vous avais dit, on a deux modalités pour la variable 1 et deux modalités pour la variable 2. Ok, et là, qu'est-ce qu'on voit quand on applique en fait un pivotage en largeur de cette data frame là? On voit qu'il y a plein de colonnes voilà, qui sont apparues. Donc on a toujours la colonne des individus, et vous voyez, comme je vous ai dit, que chaque individu maintenant apparaît qu'une seule fois. Le deuxième, il n'a pas changé, vu qu'il apparaissait qu'une seule fois aussi, mais le 3 qui apparaissait 2 fois, maintenant il apparaît qu'une fois, et c'est pareil pour le 1. Et voilà, donc là, toutes les colonnes qui sont rajoutées, en fait, et bah, vous voyez bien que il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, ok, et à quoi ça correspond? On voit déjà qu'au début, on a val 1, et là, on l'a encore, et en fait, on l'a 4 fois. On l'a 4 fois, et val 2, pareil, on l'a 4 fois après. Donc, les val 1 et val 2, hein, ça correspond juste aux valeurs. Donc, aussi, ce qu'on voit, c'est qu'après chaque val 1 ou val 2, on a en fait toutes les combinaisons possibles des modalités de chaque variable. C'est-à-dire que là, comme on a deux modalités à chaque variable, on a 2 fois 2 possibilités de combinaison de chaque modalité. En fait, on a, par exemple, on peut avoir alors c'est ici, hein, on peut avoir du AR, AT, BR, BT, et voilà, donc ça fait 4. Hein. AR, AT2 et BR et BT, ça fait aussi 2. Donc 2 plus 2, 4. Et donc du coup, pour chaque valeur, on lui donne toutes les modalités possibles de combinaison des modalités, justement. C'est pour ça qu'on en a 8 en fait. 4 fois, du coup 4 fois 2. 4, parce que là, il y en a 4 pour une valeur, et 4 après pour la seconde valeur. Donc ça paraît peut-être encore pas très clair pour vous de comment réimplémenter l'algorithme avec du code, quoi. Bah justement, j'ai fait peut-être quelques petites slides de présentation. Donc là, j'ai recréé en fait je crois la même matrice que j'ai mis en exemple, justement sur l'exemple de la fonction d'un de mes packages. Mais là, on va essayer justement de manuellement réassocier les colonnes sans voir ce qu'on a fait avant, sans voir l'exemple qu'on a fait avant. Justement, ça va faire un petit exercice. Vous pouvez le faire chez vous aussi pour vous exercer. Enfin bref, alors déjà, ce qu'on va pouvoir faire techniquement, nous en tant que programmeurs pour réimplémenter l'algorithme, ça va être déjà en sorte de calculer le nombre, la possibilité de le nombre de colonnes qui va être créé ensuite. On a la data frame d'input, ok, et nous on veut un truc assez large. On sait que la colonne des individus elle va être gardée, donc on sait que la data frame d'output elle va au moins faire en colonne 1, plus le nombre de colonnes qui va être créé. Donc le nombre de colonnes qui va être créé, ça va être tout simplement donc 1 parce que c'est l'individu quoi, la colonne des individus, plus en fait, on va multiplier. Là c'est un signe un petit peu, voilà, c'est le signe des multiplications, ça va être un petit peu barbare, mais ça va être juste la multiplication des modalités, enfin le nombre de modalités pour chaque variable
fois le nombre de modalités de la variable 1, 2, 3, 4, 5. En bref, vous avez compris un peu le principe. Donc en l'occurrence, c'était 1 plus 4, donc ça fait 5. Et là, j'ai oublié aussi un truc, fois évidemment le nombre de valeurs. Donc en fait, c'est 1 plus 4 fois 2, plus, voilà, donc ça fait 9 du coup. Donc là, ce que j'ai oublié, c'est le petit fois ici, là, bon, on va peut-être le mettre là, voilà, fois NB val, donc le nombre de valeurs. Et donc, dans notre exemple, hein, il y a combien de valeurs? Il y a 2 valeurs, il y a ici une de modalité, ici une de modalité, donc 2 fois 2, fois 2, donc 4, 8, plus 1, 9, donc 9 colonnes qui vont être créées. Super, maintenant il faudra aussi peut-être créer un... Donc la syntaxe particulière aussi que j'ai utilisée pour créer, pour donner les noms en fait aux colonnes, c'est toujours la valeur, donc le nom de la valeur, alors je vais faire comme ça, le nom de la valeur, tiret, trait d'union en fait, la modalité de la variable, la première modalité que je trouve de la première variable, point, la première modalité que je trouve de la seconde, de la seconde variable, etc., etc. Ensuite, ça va être je crois que ça va être du coup la deuxième modalité, donc la valeur du coup, première valeur, trait d'union toujours, hein. Après là, toujours la première modalité que je trouve de la première variable, et après la seconde modalité que je trouve de la deuxième variable, si on a que deux, hein, si on avait trois, ça aurait été toujours la première modalité que je trouve de la première variable, de la seconde variable, et ensuite la première modalité que je trouve de la troisième variable. Et là, si on est au maximum de modalités que peut prendre la troisième variable, si on a 3, alors le truc suivant, ça va être première valeur, trait d'union, première modalité de la première variable, deuxième modalité de la seconde variable, et première modalité de la troisième variable. Vous voyez un petit peu le principe, un peu comme du binaire, quoi. 0, 0, là si on a du 1, bah, et après on passe à la suite, donc là on peut pas aller plus loin parce que c'est du binaire, donc que 2, donc après c'est du 1, et là c'est du 0. Du coup avec la caméra, il fallait que j'inverse les mains, je crois. Mais vous avez peut-être compris à peu près le principe, et c'est pour ça qu'on va directement là écrire en fait ce qu'il faut. Alors je vais prendre un trait d'écriture un petit peu plus fin, parce que là c'est un petit peu court pour écrire. Donc au début, c'est tout ce qui est première valeur. Donc VL1, je vais appeler ça comme ça, trait d'union. Et là, première modalité de la première variable, donc c'est du A. Première modalité de la seconde variable que je trouve, c'est du R. Donc aussi pour trouver la première modalité ou seconde modalité de chaque variable, je vais juste appliquer la fonction unique sur chaque en fait colonne de variables. Comme ça j'aurai juste là R et T, et là j'aurai juste A et B, comme c'est juste les uniques éléments, et ensuite je vais piocher dans la position du vecteur unique en fait. Donc là ça va être A et B, et là ça va être R et T. Donc la première position du vecteur unique appliquée à la variable 1, ça va être A, et la première position que va nous ressortir la fonction unique pour la variable 2, ça va être R. Et là, on va être à la deuxième position, donc ça va être VL1, toujours, hein, donc VL1, trait d'union, A, point, deuxième position, T. Et là, on ne peut plus aller à la troisième position vu qu'il n'y a que deux éléments. Vu que le vecteur unique, en fait, il ne ressortira que un vecteur de longueur 2, parce qu'il n'y aura que deux uniques éléments. Et là, pareil, toujours VL1, et comme on ne peut plus aller au-delà d'ici, on va retourner à R, et du coup, là, on va prendre le deuxième, ça va être B. Donc VL1, trait d'union, B, et cette fois-ci, toujours R. Parce qu'on retourne là, au premier élément. Pareil, VL1, toujours B, et là, on va au deuxième élément. Alors, le petit trait d'union qu'il ne faut pas oublier, point, et là, du coup, T. Voilà. C'est à peu près pareil pour VL2, je vais pas le mettre, mais vous prenez ça et vous le copiez là, vous allez juste changer le 1 ici par 2, et bon, c'est quoi, on va quand même le faire, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc là, toujours VL2, trait d'union, A.R, VL2, c'est un peu long, VL2, trait d'union, A.T. Ouais, c'est un peu compliqué là comment j'écris. Et là, VL2, B, trait d'union, hein, toujours. Là, c'est la syntaxe particulière que je m'adonne à faire pour
convertir. Et là, B.R, parce qu'on retourne à R. Et là, VL2, trait d'union, B.T. Et là, on a fait toutes les possibilités qu'on aurait pu faire. Alors, et maintenant, on va juste associer les valeurs tout simplement aux individus. Donc, le 1, qu'est-ce qu'il a comme valeur pour toutes les combinaisons de modalités? Déjà, il y a certaines combinaisons de modalités pour l'individu 1 qui ne sont jamais présentes. Donc par défaut, on va lui mettre égal à 0. Hein. On n'a jamais l'individu 1 qui va faire du BR. On n'a jamais ça. Donc, que ce soit en valeur 1 ou en valeur 2 d'ailleurs. Hein. Donc BR, par exemple, on va lui mettre 0, parce que jamais l'individu 1 va avoir du BR. Donc que ce soit en valeur 1 et en valeur 2. Valeur 2 BR, c'est là, ouais, 0. Ok, super. Ensuite, pour toutes les autres, en fait, il y a pour AR, pour AT et pour BT. Donc, pour AR, en valeur 1 et en valeur 2, donc en valeur 1, il y a 6 pour AR, donc ici, et en valeur 2, il y a 3 pour AR. Voilà. Maintenant, pour AT, donc qui est juste ici, en valeur 1, il y a 7. Après, je vais vous expliquer comment on pourrait faire ça dans le code. Donc là, VL1, 7 et, de AT, et pour VL2 de AT, il y a 9. Et alors peut-être que vous êtes... En fait, on va utiliser la fonction match du vecteur. Alors c'est-à-dire que... Bon là, je fais ma vidéo n'importe comment, mais là je remplis juste les derniers chiffres pour l'individu 1, et là on a BT, voilà, BT, valeur 1, donc là on a en 1, et en valeur 2, on a 11, donc là vous avez compris. Super. Maintenant, du coup, ouais, ça en fait, tout ça, il faudra le mettre dans un vecteur qu'on va peut-être appeler callName. Donc, bon, je vais réécrire du coup, VL1, trait d'union A.R, VL1, trait d'union A.T, après VL1, trait d'union B.R, trait d'union, alors etc quoi, jusqu'à du coup VL2 trait d'union B.T. Ok, là on a compris, donc là c'est 3 petits points. Hein. On va en fait à chaque fois, on va lire la data frame d'input ligne par ligne, et pour la première ligne par exemple on va se dire, oh bah tiens, on a deux valeurs, donc déjà dans comment dire, la data frame de return que je vais retourner à l'utilisateur. Déjà, la dimension, en premier lieu, elle a 0 ligne hein, au tout début, et elle a un nombre de colonnes qui est celui-là, hein, 1 plus ce que je vous ai écrit là. Donc là, en l'occurrence, c'est 9. Le callName, hein, évidemment, c'est celui-là, et il a le même... alors c'est ncall-1 du coup. Il a la même longueur que ncall ici, -1 forcément, parce qu'on enlève l'individu. Ou alors, bref, en tout cas, ce que j'ai fait. Et comment dire, c'est que quand on va lire par exemple pour les premiers individus, on va faire une combinaison. On va faire pour l'instant VL1, trait d'union. Ah bah tiens, en première modalité, on a A. Et enfin, en modalité de la variable 1, on a A. Point la modalité de la variable 2, etc. etc. En l'occurrence, il n'y a que deux variables. Donc ça va être VL1, trait d'union A.R. Et on va juste faire un petit match. Donc on va trouver l'index en fait qui va correspondre à VL1 A.R, et ça va être tout simplement le premier. Donc pour la data frame RTN.DATF, excusez-moi, on va lui airbind, donc lui ajouter en fait en ligne, on va lui ajouter une ligne, donc pour l'instant il y a 0 ligne, donc on va lui ajouter la première ligne, et sa première ligne, et bah qu'est-ce que ça va être? Ça va être un truc du genre, donc là vous avez, alors attendez, les individus, donc là ça va être l'individu 1 qu'on aura juste vu ici, donc là c'est pour ça qu'on met du coup l'individu 1, hop là comme ça, il y en a 9 colonnes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Nickel, donc là ça va être du coup la première ligne qui va être comme ça. En position... Alors,
soit du coup c'est la position 1 si dans le vecteur en fait il commence directement avec 1.r, soit là vous mettez un truc genre i par exemple, un truc qui va jamais être matché par aucune combinaison d'ici quoi, si on prend une valeur trait d'union, point n'importe quelle combinaison des modalités, il faut que jamais ce truc là matchera le premier élément. Comme ça directement, alors là du coup on va enlever le moins 1, comme ça vous aurez directement du coup l'index correspondant à la ligne en fait, à la cellule de la nouvelle ligne qui va être ajoutée à la data frame de retour. Et du coup vous pourrez mettre la valeur associée qui est du coup la première cellule de 1 plus 2 fois 2 en l'occurrence, donc plus le nombre de modalités de la variable 1 fois le nombre de modalités de la variable 2, etc. etc. Et donc c'est comme ça normalement qu'on procède pour faire cet algorithme. Donc là en l'occurrence voilà, ça va être du 1, là c'était en combien pour la valeur 1, excusez-moi, on avait du 6 en vel1.ar, donc si on a du 6, là ici on a du 6, ensuite juste là, donc en VL2, on va faire un plus, du coup un plus combien? Un plus 2 fois 2, tout simplement un plus 4, parce que là le NB en fait mode, donc le nombre de modalités totales, il va aussi être intéressant comme nombre en fait à manipuler, parce que ça, donc là, en l'occurrence c'est 4, parce qu'à chaque fois qu'on va en fait ajouter, qu'on va voir qu'il y a une valeur à mettre, on va faire un plus le nombre de modalités totales, qui va nous amener en fait à l'index, c'est ça, à la cellule correspondant en fait à la valeur 2 pour la même combinaison de modalités. Donc en l'occurrence, ici on a vel1 1.r, et là 1, 2, 3, 4, et là on a vel2 1.r, en fait, tout simplement. Et donc là, du coup, on avait quoi? On avait du 3, en fait. On avait du 3, donc 1, 2, 3, 4, ok. Alors, du coup, on est là, ouais, on est bien là. Et c'est bien 3, parce que là, ici, c'est même sans le savoir, comme on a fait plus 4, et que là, le 4, en fait, c'est le nombre de modalités totales, on est bien à VL de la deuxième valeur, A.R, et si on avait une troisième valeur, il y aurait eu encore des additions à faire. Et du coup, on peut juste en fait faire une boucle qui va compter en fait comment dire, qu'est-ce que là c'est un petit peu du freestyle, enfin c'est du freestyle un petit peu cette vidéo, mais ouais, ce qu'on peut techniquement faire, c'est que on va juste en fait voir le nombre de modalités, et on va checker après les valeurs, et ensuite ouais, on fait juste le plus dont je vous ai parlé. Là pareil pour appointer, appointer ça correspond à quoi, donc on a du VL1 appointé, dans le vecteur ça correspond à quoi, de troisième position on va dire, ok, troisième position, donc c'est ici, on a combien, on a 7, et après on a du 9, donc on va mettre ici 7, plus 4, 1, 2, 3, 4, et là c'est du 9. Ensuite, ici, B pointé, on a du 1, du 11, donc VL1, B pointé, ça correspond à quoi? C'est là quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, cinquième position, plus 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, cinquième position, on avait quelle valeur? On avait du 1 après du 11, donc 1, 2, 3, 4, 5, là on a du 1, plus 4, 1, 2, 3, 4, 11. Ok, et le reste du coup c'est du 0. Donc tout ce qui n'a pas été assigné c'est du 0. Ou alors vous assignez directement toutes les cellules avant à du 0 quoi. Et après vous appliquez l'algorithme que je vous ai fait manuellement. Comme ça vous avez directement les cellules qui ne sont pas affectées qui sont déjà égales à 0. Tu vois, si juste avant toutes les cellules en fait sont égales à 0 et qu'après vous appliquez l'algorithme, forcément vous n'aurez pas de delay avec les cellules qui restent, parce qu'elles seront déjà égales à 0. Alors ça dépend un petit peu de la complexité algorithmique aussi qui se cache derrière. Est-ce que créer un vecteur directement de taille qu'on va avoir comme ça, avec que du 0, est-ce que c'est pas plus long à faire que juste additionner en fait dans un vecteur qui au début a une taille de nulle quoi,
À chaque fois, en fait, on additionne ça. Non, mais je pense que c'est mieux de faire comme ça. D'ailleurs, moi, dans l'algorithme, j'ai fait plutôt comme ça. Parce que quand je vais sauter, quand je fais le plus 4, en fait, bah là, quand je vais append, je peux pas append, en fait, d'un vecteur nul à une position plus 4. Parce que si, imaginons que là, j'ai un vecteur de taille 1, par exemple, et que je vais faire un plus 4, bah évidemment, 2, 3, 4, 5, bah, ils sont pas attribués. Donc, c'est pas terrible. Donc ouais, il vaut mieux faire un truc comme ça, quoi, je pense. En tout cas, en R et en Python même, je crois que c'est quand même mieux de faire ça. Enfin, même si réimplémenter cet algo en Python, c'est peut-être pas non plus la meilleure idée à faire. Donc voilà, j'ai juste essayé de faire une petite vidéo pour manuellement vous décrire un petit peu ce qui se passe derrière le capot pour faire ce genre de pivotage de données. Et après, je vais peut-être faire une vidéo aussi pour le pivotage de données, le contraire en fait. Donc vous partez de ce data frame là et vous le mettez en longueur comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il faudra peut-être un petit peu s'accrocher, mais bon, en tout cas, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Allez, bah, je vous dis à la prochaine, et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée.